Loi de l'attraction. Entre la science des croyances et le théâtre de l'illusion. Imaginez, un instant, que votre vie soit un vaste champ fertile, pas n'importe quel champ, mais un espace sacré, où chaque pensée est une graine silencieuse, et chaque émotion est l'eau qui la nourrit. En ce lieu, la récolte ne dépend pas seulement de ce que vous plantez, mais de la manière dont vous prenez soin, jour après jour, du sol invisible qu'est votre état interne. Et pourtant, combien de fois nous perdons-nous à regarder l'horizon, en attendant que quelque chose fleurisse, sans nous rendre compte que la terre sous nos pieds est sèche. La loi de l'attraction, si souvent mentionnée et si mal comprise, se présente comme une promesse tentante. L'idée que nous pouvons façonner notre réalité par le seul pouvoir de l'esprit. Mais entre le désir et le résultat, il existe un territoire invisible, un angle mort où la croyance et la biologie se rencontrent et dansent. Bruce Lipton appelle ce lieu l'épigénétique des croyances, la science qui nous montre que nos pensées ne sont pas seulement des histoires dans notre tête, mais des signaux chimiques qui se propagent dans notre corps, modifiant la façon dont nos cellules répondent au monde. Joe Dispenza ajoute une couche presque poétique, le pont entre l'intention et le champ électromagnétique. Il nous rappelle que penser n'est que le début. Ressentir est ce qui transforme. L'émotion cohérente, celle qui naît d'une véritable syntonie entre ce que nous pensons et ce que nous ressentons, et ce qui façonne la matière invisible que nous appelons la réalité. Il ne suffit pas de demander, il faut vibrer. Il ne suffit pas de vouloir, il faut être aligné. Pensez à votre esprit comme à un jardinier silencieux. La croyance est la graine, l'état émotionnel est le sol. Une croyance plantée dans une terre fertile pousse avec force, mais la même graine, jetée dans un sol durci par l'incrédulité ou la peur, ne fleurit que difficilement. Et pourtant, combien d'entre nous passent leur vie à jeter des graines au vent, en espérant des miracles, sans jamais préparer le terrain? Peut-être que la loi de l'attraction ne consiste pas à demander quelque chose à l'univers, comme on envoie d'une lettre, en attendant une réponse. Peut-être s'agit-il plutôt d'accorder un instrument pour qu'il joue sur la même fréquence que la musique que nous voulons entendre. Et si c'est le cas, la question qui demeure est simple, mais exigeante. Sur quelle station êtes-vous syntonisé en ce moment? Il existe une illusion persistante qui nous séduit avec douceur. L'idée que penser positivement suffit à ouvrir les portes de la vie que nous désirons. C'est une promesse confortable, comme une couverture douce par une nuit froide. Mais sous cette surface accueillante, il y a une vérité moins romantique et beaucoup plus profonde. Le corps n'obéit pas seulement à ce que l'esprit déclare. Il suit avant tout la musique silencieuse des émotions que vous ressentez réellement. Imaginez que vous désiriez la prospérité. Votre esprit construit des images d'abondance, mais en même temps, dans un coin silencieux de votre poitrine, vibre une pénurie apprise au fil des ans. Ce conflit crée ce que nous appelons la dissonance vibratoire, une sorte de décalage interne où l'intention va dans un sens, tandis que la fréquence émotionnelle tire dans l'autre. C'est comme essayer de naviguer en haute mer avec le gouvernail tourné vers une destination, mais avec les voiles soufflant dans la direction opposée. La science confirme ce paradoxe. Les hormones et les neurotransmetteurs, messagers de notre chimie interne, répondent plus à l'émotion que nous vivons qu'à la pensée que nous projetons. L'esprit peut répéter « je suis suffisant », mais si le corps est imprégné de souvenirs de rejet ou de peur, la fréquence émise sera celle de ce qui est ressenti et non de ce qui est dit. C'est peut-être pour cela que tant de personnes décrivent le sentiment de « essayer sans y parvenir ». C'est comme une radio qui cherche à syntoniser une station, mais qui n'ajuste pas le cadran avec précision. Le son arrive déformé, avec des parasites, et la musique, aussi belle soit-elle, ne peut se révéler entièrement. Le réglage fin, dans ce cas, ne réside pas seulement dans le choix de la pensée, mais dans l'harmonie entre ce que nous pensons et ce que nous ressentons profondément. Et c'est ici que surgit la réflexion qui résonne. Combien de fois, en silence, avez-vous vibré quelque chose de complètement différent de ce que vous dites vouloir? Et si la vraie clé n'était pas de créer de nouvelles pensées, mais de transformer l'état interne qui les soutient toutes, il existe un mécanisme silencieux, presque invisible, qui maintient de nombreuses personnes prisonnières des mêmes cycles de vie, même lorsque l'esprit crie au changement. C'est l'autosabotage biochimique, un schéma dans lequel le corps et le cerveau s'habituent tellement à un certain état émotionnel qu'ils se mettent à le recréer sans que nous nous en apercevions. Ce n'est pas de la mauvaise volonté ni de la faiblesse, c'est de la programmation physiologique. Lorsque des sentiments comme la peur, la tristesse ou la frustration sont vécus à plusieurs reprises, ils cessent d'être de simples réponses à des événements. Ils deviennent un état de base, une toile de fond chimique que le corps se met à reconnaître comme normale. Le cerveau ajuste alors son fonctionnement pour maintenir cette chimie, et le corps, tel un écho,
cherche des expériences externes qui confirment cet état. C'est ce que certains appellent le cycle de confirmation, le monde interne façonnant silencieusement le monde externe. Cette dynamique est dangereuse car elle crée une illusion de mouvement. La personne imagine, rêve, planifie, mais se nourrit émotionnellement des mêmes sensations qu'elle désire laisser derrière elle. La dopamine libérée par les fantasmes peut suffire à donner une sensation momentanée d'accomplissement, mais elle ne génère pas l'énergie nécessaire à une véritable transformation. C'est comme boire une gorgée d'eau en s'imaginant traverser un désert. Cela soulage un instant, mais n'étanche pas la soif. C'est pourquoi le corps est un messager puissant. Il parle à travers des sensations subtiles, une contraction dans l'estomac, un serrement dans la poitrine, un poids sur les épaules. Lorsqu'on pense à quelque chose que l'on désire, ces sensations en révèlent plus sur notre fréquence réelle que n'importe quelle affirmation mentale. Si le corps se dilate, il y a alignement. S'il se contracte, il y a résistance. Ce qui reste caché pour beaucoup, c'est que le vrai changement commence dans ce dialogue silencieux entre l'émotion et la physiologie. Il ne suffit pas de changer de pensée, il faut permettre au corps d'apprendre un nouvel état d'être, un état qui soutient, de manière cohérente, la vie que l'on veut vivre. Le piège de la spiritualité performative. Il existe un type de spiritualité qui séduit par la forme, mais se perd dans l'essence. C'est celle qui transforme la loi de l'attraction en un spectacle esthétique. Des phrases positives collées sur le miroir, des mantras répétés mécaniquement, des bougies allumées à des heures précises. Tout cela est très beau, mais souvent déconnecté de l'état émotionnel qui soutient réellement la création consciente. C'est comme décorer la façade d'une maison alors qu'à l'intérieur, les fondations restent fragiles. Le problème, c'est que la recherche anxieuse de résultats rapides transforme la pratique en une mesure constante. Chaque jour, sans la manifestation attendue, devient un rappel silencieux de l'échec, et cela nourrit une énergie opposée à celle que l'on désire. Le cœur perd sa cohérence, et l'esprit, même rempli de rituels, vibre de manière désalignée. C'est comme essayer d'allumer une ampoule avec des fils mal connectés. La structure est là, mais le courant qui devrait donner vie ne circule pas. Il y a des signes subtils que la pratique spirituelle a cessé d'être nourrissante pour devenir épuisante. La frustration qui grandit à chaque tentative infructueuse, la comparaison avec les histoires des autres, comme si la vie était en retard par rapport à un prétendu bon moment universel. Le silence intérieur qui devrait apporter la paix, maintenant rempli d'exigences invisibles. Je me souviens de l'histoire de quelqu'un qui suivait religieusement tous les rituels de la loi de l'attraction. Il méditait tous les jours, visualisait avec discipline, affirmait avec conviction. Et pourtant, rien ne changeait. Jusqu'à ce que, dans un moment d'épuisement, cette personne cesse simplement de mesurer le temps, d'attendre le résultat, et se met à vivre chaque pratique comme un moment de rencontre avec elle-même, non comme un moyen d'atteindre quelque chose. C'est alors que l'énergie a changé, et la vie, silencieusement, a commencé à répondre. La véritable pratique n'est pas une performance, c'est de la cohérence. C'est lorsque l'action extérieure naît d'un état intérieur nourri par la présence et la vérité émotionnelle. Lorsque le geste cesse d'être une demande, pour devenir une expression naturelle de ce que l'on est déjà, la véritable ingénierie vibratoire. Il y a une méprise subtile, mais profonde, qui traverse de nombreuses interprétations de la loi de l'attraction. L'idée qu'il faut multiplier les demandes à l'univers pour augmenter les chances d'être exaucé. En réalité, le pouvoir ne réside pas dans la quantité de sollicitations, mais dans la capacité à maintenir une fréquence cohérente dans le temps. C'est comme maintenir une note de musique juste, peu importe le nombre de fois où elle est jouée, mais si elle reste pure et stable. La véritable ingénierie vibratoire commence par l'alignement entre la croyance, l'émotion et l'action. Ce n'est pas un alignement rigide, comme un schéma à suivre, mais un état d'harmonie interne qui naît lorsque ce que l'on croit, ce que l'on ressent et ce que l'on fait vont dans la même direction. Cette syntonie n'exige pas de magie instantanée, mais des pratiques qui consolident un champ interne stable. Des respirations conscientes qui calment le corps, des visualisations qui nourrissent la bonne émotion, une gratitude ressentie comme un parfum qui imprègne chaque geste. Le temps est un élément fondamental de cette équation. Tout comme le corps a son rythme biologique, les manifestations ont leur rythme vibratoire. Forcer la floraison, c'est comme essayer d'arracher un fruit vert de l'arbre et s'attendre à ce qu'il ait le goût d'un fruit mûr. Chaque désir a un cycle, et il y a un point invisible, le point de douceur vibratoire, où tout s'aligne et où ce qui semblait lointain devient inévitable. Cette patience vibratoire n'est pas de la passivité, c'est de la présence. C'est le choix quotidien de rester sur la fréquence de ce que l'on désire, même lorsque le décor extérieur ne reflète pas encore cette réalité. C'est comme avoir confiance que la graine, invisible sous la terre, travaille en silence, réorganisant sa structure pour percer la surface. La véritable ingénierie vibratoire
ne consiste pas à conquérir quelque chose qui manque, mais à maintenir l'état d'être qui attire naturellement ce qui est compatible. Lorsque la fréquence est cohérente, l'univers n'a pas besoin d'être convaincu. Il répond simplement, entre mythe et vérité, ce que révèle la science des croyances. En fin de compte, la loi de l'attraction n'est pas un mythe à démystifier, ni une vérité absolue à défendre aveuglément. C'est un reflet vivant de l'interaction entre la biologie, la conscience et le champ énergétique. C'est une rencontre entre la science qui étudie la matière et la sagesse qui perçoit l'invisible. Bruce Lipton nous rappelle que notre façon de penser et de ressentir façonne non seulement notre expérience psychologique, mais aussi la chimie même qui parcourt nos cellules. Greg Braden, quant à lui, élargit cet horizon en parlant du champ unifié, un tissu invisible qui relie tout et tous, sensible à la qualité de l'émotion humaine. Si l'émotion est cohérente, le champ répond de manière harmonique, comme si un accord bien accordé résonnait dans toutes les directions. Si elle est fragmentée, le retour est également fragmenté. Et c'est à ce stade que la responsabilité silencieuse se révèle. Avant d'attendre des fruits extérieurs, il faut regarder la graine émotionnelle que nous cultivons. Il ne s'agit pas de surveiller chaque pensée avec rigidité, mais de percevoir, avec bienveillance, quel est le ton vibratoire qui prévaut à l'intérieur de nous. La vie, en ce sens, peut être vue comme un lac. La surface reflète le paysage environnant, mais la qualité de l'eau est déterminée par la pureté de la source qui l'alimente. Si la source est claire, le reflet sera limpide. Si elle est trouble, aucune image ne pourra cacher l'opacité qui la soutient. Il en va de même pour notre réalité. Elle ne fait que refléter ce que notre source intérieure émet. Peut-être la question la plus transformatrice n'est-elle pas « Comment puis-je attirer ce que je veux ?» mais « Qu'est-ce qui émane de moi vers le monde ?» à chaque instant, car, au fond, ce que nous cherchons à l'extérieur n'est que l'écho de ce qui vibre déjà à l'intérieur. Et si cet écho n'est pas ce que nous désirons, l'invitation n'est pas de blâmer l'univers, mais de retourner à la source, de nettoyer ses eaux et de les laisser couler à nouveau, claires et libres. Lorsque cette clarté est atteinte, la manifestation cesse d'être un effort pour devenir un déploiement naturel, non pas parce que quelque chose de magique s'est produit à l'extérieur, mais parce que quelque chose de vrai a été restauré à l'intérieur. Et c'est dans cet espace silencieux et plein que la vie commence à répondre, non pas comme quelqu'un qui accorde une faveur, mais comme quelqu'un qui reconnaît, dans le cœur qui demande, la même mélodie qu'elle chante elle-même.